Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Daniel Marissette. Daniel Marissette est vice-président de la collectivité territoriale de Martinique. Il est secrétaire national du Mouvement pour l'indépendance de la Martinique, le MIM. Il est également patron, responsable du groupe Grand Semblé à la collectivité territoriale de Martinique. Monsieur Marissette est un opposant au sein de cette instance. Bonsoir, comment allez-vous, monsieur Marissette? Bonsoir, monsieur Larouché, je vous remercie pour votre invitation, et ça va. Vous allez bien? Oui, si ça va. Avant cette émission, je vous ai demandé de bien vouloir me dire de quoi vous vouliez parler, et vous m'avez dit que vous n'avez besoin de parler de rien. C'est bizarre, hein? Non, j'ai dit que je suis venu pour répondre à vos questions. Vous donnez vos questions, je donnerai des réponses, je vous laisse le choix du terme. Vous voyez, je ne porte pas atteinte à la liberté de la presse. Mais je vous donne la liberté de me suggérer une question, vous ne la prenez pas... non, vous n'aimez pas la liberté. Non, mais je suis prêt à développer à la fois le programme du MIM, le programme du Grand Semblé pour Martinique, c'est le nom, puisque nous venons de signer une charte, et je suis prêt aussi à jouer mon rôle de chef de l'opposition à la CTM et porter l'analyse sur le programme politique du président de l'exécutif qui nous a présenté dernièrement lors des invitations budgétaires. Donc je suis prêt à jouer mon rôle politique. Bon, très bien. Donc si vous voulez bien m'interroger sur ces thèmes, je suis prêt à vous répondre. Et je vous laisse le choix également de d'autres thèmes si vous voulez. Très bien. Vous êtes un indépendantiste. Je le dis notamment pour nos réunionnais ou les Guadeloupéens qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas forcément. Vous êtes indépendantiste depuis combien de temps? Depuis de tout temps. J'ai adopté cette position après une analyse très longue pendant mes études. Donc vous voyez, ça remonte à la fin des années 60. Après avoir analysé toute l'histoire de notre pays et surtout après avoir analysé les expériences des autres peuples, en particulier ceux qui étaient colonisés. Et pendant les études, à cette époque, il fallait nécessairement quitter la Martinique dès lors qu'on voulait faire des études supérieures, c'est-à-dire après le bac. Et là, pendant mes études, j'ai rencontré des étudiants d'Afrique noire, j'ai rencontré des étudiants du Maghreb, j'ai rencontré des étudiants d'Indochine, comme on disait à l'époque, du Vietnam. Et j'ai analysé leur expérience, puisque nous avions tous un point d'histoire en commun, c'est-à-dire nous avions le même colonisateur, et j'ai vu que ces peuples ont voulu s'émanciper. Et en même temps, nous venions de subir des répressions atroces en Martinique, que j'ai pris ma conscience politique prend naissance le 20 décembre 1959, lorsque les forces de répression abattent devant moi un condisciple qui avait le même âge que moi, 15 ans, à cette époque. J'ai pris une conscience politique, je dis, mais le colonialisme, c'est la répression d'un peuple. Et puis après avoir lu François Fanon, Aimé Césaire, le discours sur le colonialisme, et puis aussi, après avoir lu Marx et Engels, nous avons compris comment fonctionnait la société, et nous avons dit qu'il nous faut travailler pour qu'un jour notre peuple puisse prendre en main ses propres affaires. Voilà comme ma démarche jusqu'à ma prise de conscience pour devenir un partisan de pouvoir martiniquais. Donc vous êtes à la fois indépendantiste et marxiste. Oui, parce que c'était cette théorie-là que... Aujourd'hui, je parle. Jusqu'à présent, je continue à utiliser cette méthode on appelait à l'époque le matérialisme dialectique, pour analyser un problème. Quand un problème se pose, chercher une solution, il faut d'abord l'analyser mécaniquement, voir les avantages et les inconvénients, voir où il y a les contradictions, et puis ensuite voir sur quoi il faut s'appuyer pour résoudre ce problème. Ça, c'est une démarche dialectique. Et j'ai lu ça dans Le Capital, qui était le gros essai fait par Marx et Engels. Et c'était une méthode qui a permis à beaucoup de peuples de s'émanciper. Alors évidemment, c'est plus à la mode maintenant, mais s'il y a des jeunes qui me regardent, je dis allez à la bibliothèque, lisez cela, et vous allez comprendre la marche du monde. Et comment on peut analyser les problèmes et mettre en place des solutions. Karl Marx, c'est aussi et peut-être surtout la théorie de la lutte des classes.
Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours marxiste à ce niveau-là? Oui. Il y a, évidemment, dans la société moderne, on voit bien qu'il y a des gens qui ont un patrimoine, et un patrimoine industriel, qui sont les producteurs, et qui ont accumulé du capital souvent par héritage. Et puis il y en a d'autres, pour pouvoir vivre, ils sont obligés de vendre leur force de travail. S'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas avoir des revenus et avoir un pouvoir d'achat. Mais ceux qui travaillent, ceux qui produisent, en réalité les richesses qu'ils produisent sont accaparées par d'autres qui sont propriétaires du capital, des moyens de production. Eh bien, quand vous étudiez l'histoire du monde, vous voyez que depuis aussi loin que vous remontez, l'histoire du monde a été l'histoire de la lutte des classes. Il y a toujours des classes dominantes et des classes dominées qui sont souvent les plus importantes. Regardez la Révolution française, puisque à ceux auxquels je m'adresse, on nous a appris la Révolution française à l'école. Et vous allez voir, bon, ben, le peuple s'est soulevé contre une minorité qui disait qu'il était de droit divin. Et vous prenez tous les peuples, c'est ça. Donc c'est ça que moi j'ai lu dans un document qui est plus à la mode maintenant, on appelle le Manifeste du Parti communiste, qui a été rédigé en 1848 par Marx et Engels. Donc les jeunes qui nous écoutent, je vous dis, allez dans les bibliothèques, ou bien vous allez sur Internet maintenant, vous pouvez les avoir, et étudier ça, et puis vous allez regarder, quand vous l'appliquez à votre propre société, vous allez dire, tiens, en effet, c'est comme ça fonctionne. Voilà comment nous avons été éduqués politiquement à notre époque. D'accord. Vous êtes un humain? Hein? Humain. Évidemment. Non. Évidemment, vous êtes un humain. Je fais partie des hommes. Voilà, vous savez qu'il n'y a pas de différentes races. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. D'accord, donc vous êtes de la race humaine. Voilà. Est-ce que vous Et puis il y en a qui sont plus ou moins dans les régions chaudes. Il fallait que le corps se défende. Donc il y a la mélanine qui a poussé, qui a une tête foncée. Et puis dans les pays froids, il n'y avait pas besoin de mélanine. Ils ont un défaut de mélanine et ils apparaissent, on l'appelle les locodermes. Mais il y a des philosophes qui ont fait une théorie qu'il y avait des races différentes. Non, il n'y a pas de races différentes. Il y a une seule race, la race humaine. D'accord. Est-ce que cette race humaine à laquelle vous appartenez, évidemment, peut se tromper? Est-ce qu'un homme, donc un humain, peut se tromper? Absolument. Ok. Errare humanum est. Errare humanum est. Okay. Nous avons appris ça au latin. En latin à l'école. Voilà. L'erreur est humaine, pour ceux qui n'ont pas fait du latin. Oui, l'erreur est humaine. Par contre, perseverare diabolicum. Persévérer dans l'erreur, ça c'est diabolique. Voilà. Donc l'erreur est humaine, voilà. Mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Voilà. Okay. Et c'est pour ça que je vous demandais si vous étiez humain. Parce qu'il me semble que vous pourriez décider aujourd'hui d'être diabolique. Parce que vous avez peut-être persévéré dans l'erreur. Puisqu'à un certain moment de votre vie, vous étiez un indépendantiste. Et aujourd'hui, on parlait d'indépendance, c'était le grand combat politique en Martinique, autonomie, indépendance, c'était le truc. Aujourd'hui, le mot indépendance est complètement oublié. J'ai l'impression, dans l'espace public, en tout cas. Est-ce que vous avez l'impression d'être diable désormais, puisque vous êtes trompé? Le nom de mon parti, et oui. C'est pour cela, lorsque nous l'avons choisi en 1978, nous l'avons appelé le mouvement indépendantiste martiniquais, pour que tous ceux qui adhèrent sachent que notre objectif, l'étape historique que nous préparons, doit conduire à l'indépendance. Donc pour moi, ce n'est pas un mot que nous diabolisons, c'est ceux qui sont nos adversaires qui veulent le diaboliser. Mais pour atteindre cet objectif, nous avons convenu qu'il faut aller par étapes et que surtout il faut le faire de manière démocratique. Donc il faut informer et éduquer le peuple pour qu'il comprenne, et c'est lorsque ce peuple sera prêt, par une consultation, un référendum d'autodétermination, qu'il le choisira. On ne compte pas lui imposer, mais on lui explique que tant que nous serons dominés, nous ne pourrons pas être responsables de notre destin. Comme tous les autres peuples qui nous entourent, il faut que nous soyons un jour responsables de nous-mêmes. Et le mot évidemment, que les politologues ont inventé pour qualifier lorsque nous décidons nous-mêmes, ça s'appelle le mot indépendance. Voilà. Alors, on a fait peur avec ça, ce qui fait qu'il y a certains autres indépendantistes qui ont changé le mot, ils parlent de souverainisme, ils parlent de la non-dépendance. En tout cas, nous, au MIM, nous gardons ce cap-là, mais en portant la garantie que ça doit se faire démocratiquement. Ok. Vous voyagez beaucoup, j'imagine? Oui, j'ai voyagé beaucoup. D'accord. Je voyage un peu moins maintenant, avec le grand âge. D'accord. Et vous avez... Je peux voyager par Internet maintenant. Vous avez rencontré beaucoup de peuples indépendants, bien entendu. Ah oui. Aussi bien dans la Caraïbe qu'en Europe. Monsieur Marie Sainz,
Est-ce que l'indépendance des peuples, que vous avez visité, que vous avez regardé, que vous avez étudié peut-être, est-ce que l'indépendance de ces peuples-là est un gage de davantage de bonheur que ceux que nous connaissons aujourd'hui en Martinique? Non, c'est pas ça, mais c'est une gage de fierté. J'ai été impressionné à cette époque, j'étais secrétaire général de la CSTM, qui est la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, et j'ai eu l'honneur d'être invité lors des fêtes de l'indépendance à Sainte-Lucie. Lorsque Sainte-Lucie était passée de la situation d'autonomie, c'est-à-dire le self-gouvernement, à la situation d'indépendance. Et je vais toujours me rappeler que lorsque, descendant de l'avion, je passais le poste de police, parce qu'il faut passer le service de police pour être admis dans un pays indépendant, le policier s'est mis au garde à vous avec fierté. Avec fierté. Et puis il nous a dit, en anglais, non, son anglais créole, puisque nous parlons cette langue créole, qu'il nous accueille dans un pays indépendant. Il est fier que désormais son pays indépendant. Donc montrer son passeport. Et donc il nous donne pratiquement le visa d'entrée. J'ai senti une fierté. Et évidemment, nous, Martiniquais, nous restons complexés parce que dès lors qu'il faut avoir des relations avec les autres pays, ce n'est pas nous qui allons représenter notre pays, mais c'est un ambassadeur. Il faut toujours aller sous la tutelle de la France et nous nous sentons minorés là, dans cela. Donc cette fierté est importante. Maintenant, l'organisation du bonheur ou pas, ça, c'est une organisation interne du pays. Ce n'est pas lié à ça. C'est à nous de prendre en main nos propres affaires et faire les bons choix pour que nous organisions notre économie pour rendre notre peuple heureux. Et pour cela, il faut que ceux que le peuple choisit, les élus pour le diriger, eh bien que les dispositifs législatifs leur donnent les moyens d'assurer le bonheur de leur peuple. Donc pour le moment, ceux qui nous donnent ces moyens, eh bien, ils sont à 7000 km, nous passons notre temps à quémander, donnez-nous la compétence, donnez-nous le pouvoir, etc. Ou bien nous partons en France pour aller leur supplier, etc., etc. Et ça, c'est pas très digne. D'accord. Le soldat dont vous parlez, qui s'est mis au garde à vous, qui était fier. Oui, c'est un policier d'ailleurs. Un policier. Je vous pose la question suivante. Le salaire médian à Sainte-Lucie aujourd'hui, c'est 700 €. Le salaire médian en Martinique, c'est 1700 €. À votre avis, si vous aviez demandé à ce policier, bon, vous n'êtes pas indépendant, mais vous avez un salaire médian de 1700 € plutôt que de 700. Est-ce que vous êtes sûr qu'il aurait répondu 700? Vous croyez que c'est ça qui est le problème? Vous croyez que c'est pour ça qu'on est indépendant ou pas, ou qu'on reste colonisé? Non. Vous savez, le salaire, comme il est fixé, c'est par la lutte des classes, justement. Et c'est l'ancien syndicaliste qui vous parle. Nous sommes arrivés, il faudrait encore que les générations qui ont pris la suite poursuivent, chaque année à négocier pied à pied avec le patronat pour faire augmenter les salaires. Parfois, c'était au prix du sang. En février 1974, janvier 1974, je fais partie de ces jeunes intellectuels qui accompagnaient les ouvriers agricoles. Eh bien, c'était pour faire admettre qu'en agriculture, qu'on ait un SMIC équivalent à ceux que l'on avait en ville. Ce n'était pas pour rattraper le SMIC de France, parce qu'à l'époque, il y avait déjà 22% d'écart entre le SMIC en France et le SMIC en Martinique. Mais le premier combat que l'on faisait dans l'agriculture, c'était au moins pour rattraper le SMIC que l'on payait pour les ouvriers en bâtiment, les dockers ou les ouvriers du commerce dans les parties urbaines. Donc, la hauteur du salaire n'est pas liée au fait qu'on dépend de la France ou pas. Ce n'est pas la France qui nous a marché, c'est les luttes des travailleurs qui ont augmenté. Parce qu'à chaque fois que les marchandises, le coût de la vie augmentait, nous n'avions qu'une seule solution, c'est d'essayer de le rattraper avec les hausses de salaire. Voilà. Donc ce n'est pas lié au fait qu'on soit indépendant. Indépendant parce que ce n'est pas le gouvernement qui décide des salaires. C'est la lutte de classe des syndicats, des ouvriers organisés. Donc ce n'est pas sur ce terrain-là, je pense qu'il faut mesurer l'histoire, les valeurs, l'indépendance ou pas. Ce n'est pas à ce niveau-là. Mais pourtant, les hommes, c'est à ce niveau-là qu'ils le mesurent. C'est leur portefeuille, c'est leur niveau de vie. Non, mais il faut qu'ils se battent pour faire augmenter les salaires, pour avoir un bon pouvoir d'achat. Donc vous pensez que donc si nos amis Sainte-Lucie ont des salaires bas, ben, c'est à eux de s'organiser. Alors eux, je crois, ils ne disent pas syndicats, ils disent des trade unions. Oui. Non. Ils se battent contre les employeurs pour avoir des salaires décents. Et ce qui est important, c'est le rapport entre le salaire et le coût de la vie. Hein.
Ce n'est pas le salaire en lui-même. Si les prix sont plus bas et que vous avez un salaire plus bas, vous pouvez acheter autant de marchandises que ceux qui ont des salaires élevés dans un pays où les prix sont très chers. Donc c'est le rapport entre les salaires et les prix qui compte, ce n'est pas le niveau du salaire lui-même. Le coût de la vie n'est pas très bas à Sainte-Lucie, même si les salaires sont bas. Laissez-moi vous dire, est-ce que vous avez observé que ce sont les Saint-Luciens qui viennent travailler ici et pas le contraire? J'ai rencontré des Martiniquais qui travaillent à Sainte-Lucie. Est-ce qu'il y a beaucoup de Martiniquais? Il y a des Martiniquais dans le monde entier. Oui. Et je me réjouis de cela. Même en Afrique du Sud, en Chine, à Shanghai. Non, ça n'est pas. Les peuples, je suis pour qu'il y ait des échanges entre les peuples. La théorie consiste à dire ils viennent chez nous parce qu'ils prennent de misère. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ils viennent chez nous parce que chez nous, ils ont plus de niveau de vie, ils sont mieux que chez eux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez des profiteurs de l'immigration. Et ça c'est d'abord en Europe qu'a ces produits. Les capitalistes ont besoin de la main-d'œuvre à bon marché. Et beaucoup d'immigration étaient en fait, ceux qui en profitent, c'est les capitalistes qui les embauchent, parfois sans les déclarer, avec des salaires plus bas, etc., pour faire une concurrence entre la main-d'œuvre immigrée et la main-d'œuvre locale. Et c'est ce qui se fait aussi en Martinique. Allez dans un certain nombre d'exploitations agricoles, en particulier dans le Nord, vous allez découvrir qu'il y a des salariés, en tout cas moi j'avais découvert ça lorsque je faisais du syndicalisme, des travailleurs venant des pays de la Caraïbe que l'on embauchait clandestinement sans les déclarer en leur donnant des salaires bien plus bas. Alors effectivement les salaires paraissaient plus élevés que ceux qu'ils avaient chez eux, mais en fait c'était l'exploitation de l'homme par l'homme, mais en fait pour faire jouer une concurrence. Qu'est-ce que nous faisions comme syndicat? À chaque fois que nous voyons ça, nous ne demandions pas le départ des travailleurs immigrés. Nous nous battions pour qu'ils soient déclarés et payés au même prix que les salariés martiniquais. C'est ce que nous avons fait dans le BTP. Et vous voyez, l'immigration, les travailleurs immigrés dans le BTP ont un petit peu disparu parce que nous sommes arrivés à imposer que le salaire soit le même, quelle que soit l'origine du travailleur. Voilà. Vous êtes redoutable. Non, pas non, je vous dis que vous êtes redoutable parce que vous passez toujours à côté des questions que je vous pose. La question que je vous posais, c'était le travailleur Saint-Lucien ou Dominicain ou Haïtien qui vient en Martinique, c'est pas un malade. S'il vient ici, c'est parce qu'il pense qu'il sera mieux ici que chez lui. Et les travailleurs martiniquais qui partent ailleurs. Oui, mais... je vous pose la question. Oui, je vous réponds. Vous présentez comme si la Martinique, c'est le dos à dos qui attire. Ça, c'est la théorie des gens de Trump. Vous n'êtes pas de cette... Non, je sais qu'il y a des filières, qui organisent ce trafic humain. Non, mais on est d'accord sur ça, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vous parle de la personne qui accepte de participer à ce que vous appelez le trafic humain. Non, parce qu'on lui fait croire qu'il ira dans un paradis. Oui, mais lui-même, quand il est ici, il peut repartir, hein. C'est pas fermé. Mais il y en a qui repartent. Il y en a qui repartent. Voilà, mais d'une façon générale, il y a des Martiniquais qui sont dans le monde entier à un certain niveau, mais c'est vrai que... Alors, ils ne sont pas tous à un certain niveau. Quand on les a fait partir par le Vividom, c'était au bas niveau, on le faisait travailler. Vous avez vu le temps que vous avez employé, le temps. Quand on les a fait partir, c'est-à-dire il y a bien longtemps. Mais la DOM continue la même chose. Non, attendez. C'est vrai. La DOM continue la même chose. Oui, sauf qu'ils vont chez eux-mêmes, hein, c'est la France. Hein. Ils vont pas servir dans les îles voisines. Non, mais ils vont subir le racisme. Où? Lorsqu'ils arrivent en Europe. Vous avez vécu longtemps en France, vous? Oui. Monsieur Marissette, est-ce que la France est un pays raciste? Oui. D'accord. La France n'est pas un pays raciste, mais il y a des Français racistes. C'est pas la même chose, ouais, comment vous êtes? Non, la France n'est pas un pays raciste, bon, ben voilà. Mais il y a des Français racistes. Ben évidemment. Voilà. Et vous avez vécu là aussi, je suis persuadé, vous aussi, vous avez été victime de cela. Eh bien non. J'ai rencontré très peu de racistes. Ça m'étonnerait, parce que je vous ai déjà entendu témoigner. J'ai rencontré quelques Comme racistes. Je vous écoute de temps en temps, je vous ai entendu témoigner. Bon, en tout cas... Bon, enfin bon. Ça, c'est un problème particulier. C'est important de parler de ça parce que une des constantes de votre politique, c'est donc l'indépendance. Okay? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que
peut-être ce n'était pas le bon combat. Peut-être que vous êtes trompé. Peut-être qu'il y avait autre chose à faire. Peut-être qu'il faut faire désormais autre chose. Est-ce que l'indépendance est synonyme de développement, de bonheur et tout? Est-ce que, bon, effectivement, je vous pose une question. Vous êtes là, vous avez été invité par le Premier ministre de Barbade, par exemple. Okay, vous êtes dans son bureau. Okay. Le patron de MSC l'appelle, ou de Costa l'appelle. Eh bien, il a la disposition de ce patron. Parce que s'il n'a pas les bateaux de Costa ou les bateaux de MSC, son pays ne fonctionne pas. Donc, on n'est jamais indépendant. On dépend toujours de quelque chose. Bon, vous avez une très mauvaise définition du mot indépendance. Être responsable de soi, c'est de pouvoir choisir ceux avec lesquels on a des relations. Ça, c'est la première chose. Dans le système où nous sommes encore des colonies de la France, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons échanger avec le Brésil, ce n'est pas possible. Si nous voulons échanger, je me rappelle, quand Alfred Maria était président de la région, il a eu l'occasion de rencontrer les dirigeants, parce qu'il était invité au CARICOM, à l'OEA, mais évidemment, on avait un statut d'observateur. Mais on pouvait discuter. Eh bien, il y a beaucoup de pays de la Caraïbe qui étaient prêts, en particulier le Venezuela à l'époque, le Petro-Caribé, à inclure la Martinique et nous fournir du pétrole brut moins cher que ceux qu'on achète de l'Europe du Nord. Eh bien, la France était opposée à ça, parce que nous sommes obligés de passer par la France. Même les produits qui viennent de pays d'Asie ou de pays d'Amérique latine doivent d'abord aller en France. Et puis c'est de France, une fois qu'on a vérifié qu'ils respectent les normes européennes, que ça repart chez nous. Vous voyez le coût carbone. Bon. Quand vous êtes indépendant, eh bien, vous avez vu, vous avez pris l'exemple de Barbade. MSC, alors pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est une compagnie de croisière, et discute avec la première ministre de Barbade. Eh bien, les compagnies de croisière discutent avec le ministre du Tourisme de France. Alors c'est vrai, nous avons mis en place le CMT. Bon, on veut bien croire que le CMT participe au débat, mais non. La politique touristique est décidée à Paris. Donc c'est ça la différence. Le pays qui est responsable de lui-même choisit ses partenaires. Le pays qui est colonisé n'a pas ce choix-là, on lui impose des choses. Et je pense pour la dignité humaine, il vaut mieux pouvoir développer ses relations avec tout le monde. Nous n'avons jamais dit que l'indépendance, c'était de se renfermer comme un calimaçon, comme on dit en créole, et de ne pas... Vous aviez choisi... Et de ne pas avoir des relations avec personne. Vous aviez choisi comme drapeau pour la Martinique le lambi, qui est un animal qui est vraiment dans sa coque, qui est retiré. C'est exactement le contraire. Et qui se balade partout dans la mer, qui a des relations avec tout le monde. Non, il n'y a pas du tout. Et que nos ancêtres avaient récupéré la coque pour pouvoir être un instrument de communication. Vous savez que la côte de Lambie, c'était l'Internet des Caraïbes. Oui, mais c'est pas un animal. L'Internet, en tout cas, quand j'étais gamin, un animal très ouvert. Et qu'on habitait à la campagne, c'était par la côte de Lambie qu'on informait de tous les événements qui se passaient. Donc c'était déjà l'Internet à l'époque. La manière de communiquer avec tous les autres peuples qui sont autour de nous. La présidente du MEDEF souhaite que soit installée une continuité territoriale entre la France hexagonale et la Martinique, sauf pour les produits que nous produisons, de telle façon que ça ne concurrence pas ce que nous produisons. Donc, continuité territoriale pour les produits que nous ne produisons pas. Quel est votre sentiment? Non, notre position, c'est que nous gagnions la liberté de commercer avec les peuples de notre choix, les pays de notre choix. Parce que cette notion de qualité territoriale, c'est assimilable à ce qu'on appelle un cordon ombilical. Vous savez que avant de naître, vous étiez un fœtus, la seule nourriture que vous aviez passait par le cordon ombilical de votre mère. Vous n'aviez pas la possibilité d'avoir d'autre alimentation que cela. Donc moi j'assimile le concept de quantité territoriale à un cordon ombilical. Donc on est encore bébé, et c'est la mère patrie qui nous nourrit. Bon. Alors actuellement, cette mère patrie, entre guillemets, serait une mère ingrate parce que pour avoir la nourriture, il faut payer cher. Donc il demande que la nourriture soit meilleur marché en passant par le cordon ombilical. Nous, ce n'est pas ce que nous réclamons. Nous réclamons la possibilité
de faire jouer la concurrence entre les pays. Si pour importer un produit venant de Chine, c'est moins cher, eh bien pourquoi le faire monter en France pour revenir ici? Parce que tous les capitalistes prennent leur marge là-dessus avant d'arriver. Eh bien, un certain nombre de produits dans d'autres pays de la Caraïbe viennent directement, ils choisissent avec quels partenaires commerciaux ils... Donc dans ce débat-là qu'il y a eu sur la vie chère, puisque en fait vous faites allusion à ça, sans le dire, ben, nous rappelons que nous voulons gagner la liberté de commercer avec les pays de notre environnement. Et mais malheureusement pour ça, il faut que nous arrivions à nous astreindre des règles que la France nous impose. Ils ont inventé, pour faire du protectionnisme économique, ils ont inventé l'histoire de normes européennes. Et pourquoi ils ne veulent pas, par exemple, que le pétrole soit acheté au Venezuela? On dit qu'il n'est pas aux normes européennes. Or, nous voyons que tous les autres véhicules qui circulent dans toute l'Amérique latine circulent avec des carburants faits à partir de ce pétrole qui est dans le bassin caribéen. Et il ne me semble pas que ces voitures tombent en panne. Donc, pourquoi nos voitures n'allaient pas pouvoir supporter de fonctionner avec, par exemple, le pétrole raffiné venant d'Amérique la Caraïbe? Bon. À un moment donné, les Trinidadiens voulaient nous vendre du gaz. Est-ce que je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là. Eh bien, la France s'est opposée. Et on n'a pas pu le faire. Donc, tant que nous ne pourrons pas faire des échanges économiques avec le bassin caribéen, eh bien, ça ne va pas. D'accord. Voilà pourquoi nous voulons conquérir le pouvoir de le faire. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que chaque pays dans le monde défend ses intérêts et doit défendre ses intérêts? Oui, et maintenant, on n'a pas cette possibilité, nous, de défendre nos intérêts. D'accord. On ne nous a pas donné le choix. D'accord. Et quand il y en a qui se lèvent pour essayer de défendre le choix, on nous envoie des CRS. Donc, chaque pays, donc l'Europe doit défendre ses intérêts. Oui, et nous souhaitons un jour que la Martinique, unie dans la Caraïbe, puisse défendre ses propres intérêts. Et c'est ça que nous essayons de convaincre notre peuple. Et pour prendre l'expression de feu docteur Liquer, bon, il était PPM, moi j'ai indépendantiste, mais cette phrase-là qu'il a dit, que le meilleur spécialiste des affaires martiniquais, ce sont les Martiniquais, eh bien nous devons convaincre les Martiniquais eux-mêmes. Parce que c'est ça notre rôle. Informer et éduquer pour que le peuple lui-même comprenne qu'il faut prendre confiance en soi. On n'a pas assez confiance en nous, mais c'est ça que c'est cette parole que nous portons là maintenant depuis maintenant une quarantaine d'années, et nous arrivons à convaincre donc, puisque nous sommes même arrivés à être aux responsabilités à la fois à la région et à la CTM, c'est parce que les idées progressent. Et la France donc doit défendre ses intérêts. Ben oui. Okay. C'est son rôle, c'est son droit. Ok. Est-ce que c'est son rôle et c'est son droit? C'est exactement ce que de défendre ses propres intérêts, oui, mais pas au détriment des nôtres. Mais non, mais voilà. Défendre ses intérêts, d'accord? Ouais. Bien. Est-ce que la France injecte en Martinique des sommes considérables? Oui, mais elles sont inférieures aux sommes qu'il extrait de chez nous. Ok. Je lance un appel parce que mon ami Pulvar, je veux lui rendre hommage, qui nous a quittés là. Il avait fait des études de sciences économiques et il a consacré à un moment donné de sa vie, nous étions à la tête de la CSTM, on avait besoin de ce chiffre-là, il a fait une enquête en allant chercher tous les chiffres pour déterminer l'enveloppe financière, les fonds qu'il laisse la Martinique pour aller vers la France, pour les comparer aux masses monétaires qui sortent de France pour venir ici. C'est ce qu'on appelle la balance. Alors, on trouve facilement le chiffre, puisque les ministres les annoncent tout le temps, des dotations qui sortent de France pour venir en Martinique, mais ils nous cachent les sommes qui sont prélevées ici pour aller à la France. Par exemple, la TVA est prélevée ici, et Pulvar avait démontré, Pulvar avait démontré qu'il y avait davantage d'argent qui quittait la Martinique pour aller vers la France et l'Europe qu'il y en avait qui allaient dans le sens inverse. Mais j'appelle, parce que ces chiffres évidemment ils datent des années 70, tous nos étudiants en sciences économiques, il y en a qui font parfois des doctorats et qui cherchent des sujets de thèse. Je suis prêt à soutenir leur demande d'aide auprès de la CTM pour avoir une bourse doctorale sur ce sujet-là, pour qu'ils analysent et qu'ils publient les chiffres des échanges monétaires entre la France et ses dernières colonies.
combien d'argent sort des colonies pour aller vers la France et l'Europe, et combien d'argent qui sort d'Europe et de France pour aller vers les colonies. Et ça, ce chiffre mérite d'être publié pour que l'on arrête de dire que s'il n'y avait pas la France, on est foutu. Juste une petite seconde. L'économie circulaire, ça vous parle? Oui, oui. Ok. Ce dont vous parlez là, c'est une économie circulaire. Ah non, c'est pas ça l'économie circulaire. Hein. Si, je vous le montre. Oui. C'est-à-dire que l'Europe va investir ici, la France va injecter de l'argent ici, je vais prendre cet argent et je vais acheter une Renault avec. Et avec cet argent, je vais acheter une Renault, c'est ce que vous êtes en train de dire. L'argent va sortir de la Martinique et va aller en France. Hein. C'est cet argent-là qui va aller. Ce n'est pas de l'argent que nous avons produit par nos propres productions. C'est cet argent-là qui va retourner en Europe. Attendez. Et donc, l'Europe et la France, défendant leurs intérêts, vont dire on va injecter de l'argent en Martinique. Cet argent doit retourner en Europe et en France pour faire tourner les usines européennes et françaises et non pas aller au Brésil, à la Dominique ou à Colombie pour faire travailler les Colombiens et les Brésiliens. Cet argent doit en priorité faire travailler l'Europe et la France. Bien, vous apparaissez un bon défenseur du système. Bien, c'est ça que je viens de vous dire. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ça que vous pouvez dire ce que vous voulez dire. C'est ce que vous venez de démontrer. Oui. Je pensais que vous posiez des questions, donner des réponses, mais en tout cas, vous défendez le système actuel. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Si, c'est faux. Je vais vous expliquer. D'accord. À chaque fois que des marchandises arrivent, nous les achetons, on ne nous les donne pas. Avec quel argent? Et, attendez, mais avec quel argent? Avec le fruit de notre travail. Parce que les Martiniquais travaillent, soit ils produisent, alors c'est vrai qu'on détruit notre production locale au fur et à mesure, ils produisent, et ce qu'ils produisent a de la valeur, et ils le vendent. Ou bien ils produisent des services. Parce que même lorsque la France envoie ses marchandises, il faut bien des gens qui le transforment, qui le manipulent, etc. Tous ces services-là, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et, mais ces marchandises, les consommateurs l'achètent. Donc il y a des valeurs qui partent, et en échange, il y a l'argent qui part dans l'autre sens. Mais on ne publie pas ça. On ne le publie pas. Mais ça ne présente aucun intérêt, c'est pas de l'argent. Non, ça permet, comme vous pouviez continuer à dire, que la France nous nourrit. Et moi je dis que nous nourrissons la France. Et en plus, nous permettons à la France d'être la seconde puissance maritime à cause du fait que ça s'est approprié nos eaux territoriales. Nous nous battons, y compris à la CTM, pour qu'il y ait un texte qui dise que nos eaux territoriales, que ce soit les élus martiniquais qui aient la maîtrise là-dessus. Vous savez que la Martinique, ce n'est pas simplement la partie émergée et la partie terrestre. C'est de 55 000 km² de mer qui alentoure. Et en dessous, nous savons qu'il y a beaucoup de richesses. Or, la France est présente sur l'ensemble des océans du monde et a un statut de grande puissance parce qu'elle s'est accaparée non seulement des terres, il y a plus de 3 siècles de ça, mais toute la mer qui est au-dessus, et ça c'est stratégique. Donc je veux dire aux Martiniquais, il faudrait que nos richesses qui sont à la fois en mer et à terre, que ce soit des gens, c'est-à-dire que la population elle-même qui soit souveraine là-dessus. Évidemment, dans le système qu'on appelle démocratique, le peuple choisit des gens qu'on appelle les élus pour pouvoir gérer ses biens. Or, ce n'est pas ça qui se fait. Les gens qui gèrent ça n'ont pas été choisis par le peuple martiniquais. Peut-être choisis par le peuple français, par le gouvernement français. Donc, c'est cette prise de conscience-là pour laquelle nous travaillons depuis maintenant plus de demi-siècle, une 50aine d'années, pour expliquer, en tout cas notre génération essaie d'amener à cette prise de conscience, et les générations qui vont nous suivre vont prendre le relais jusqu'à ce que nous soyons arrivés à convaincre la grande majorité du peuple martiniquais que nous sommes en mesure de prendre en main notre destin. Voilà le travail que nous faisons, acharné de tous les jours. Voilà. Il y a un tas de pays de par le monde qui ont la mer, qui sont des îles, ou bien qui sont sur les côtes. Ça ne les rend pas riches. Pour autant, là, vous êtes en train de dire aux Martiniquais, nous sommes super riches, notre mer est pleine de machets. Pourquoi vous faites ça? Non. Ça n'est prouvé sur rien du tout. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ah, c'est pas ce que je suis en train de dire qu'il faut que nous prenions en main notre propre destin. Et nous n'avons pas besoin de papa implanté à 7000 km pour décider pour nous.
C'est ça la dignité. De même que quand vous naissez chez vos parents, tant que vous êtes mineur, c'est papa et maman qui s'occupent de vous. Et puis à un moment donné, vous voulez aspirer à prendre en main votre destin. Sans se fâcher avec vos parents, vous prenez votre indépendance, vous créez votre propre famille et vous vous bâtissez. Et puis après, vous allez créer des successeurs, etc. Mais pour les peuples, c'est pareil. Depuis 3 siècles et demi, on nous traite de mineurs. Ils sont paternalistes avec nous, ils sont gentils, ils nous tapent sur le dos, etc. Cette statue que des jeunes ont renversée qui était à la place légitime défense devant l'ancien palais de justice. À chaque fois que je passais la regarder, je me sentais humilié parce qu'on voyait la statue, un type qu'on a appelé Victor Sévère, qui tapait sur le dos. Victor Schellcher, merci. Et qui tapait sur le dos d'un petit noir, là, avec un air très paternaliste. Mais ce petit noir a grandi, maintenant c'est un grand noir. Et qui dit oui. Oui, je renverse la statue parce que maintenant je suis capable de m'occuper de moi-même. C'est ça la dignité. C'est à ça que nous travaillons. C'est pas une question de on sera plus riche ou pas plus riche, etc. Ensuite, on travaille. On travaille pour organiser son pays, pour développer ce qu'il fait, etc. C'est par le travail qu'on va y arriver. En tout cas, moi je crois beaucoup au travail. Et à chaque fonction que j'occupe, j'essaie de travailler au maximum pour pouvoir apporter ma contribution. Et c'est ça que j'appelle tout le monde à faire. Quand vous êtes élu, étudiez votre dossier pour faire les meilleurs choix. Quand vous êtes ouvrier, travaillez d'arrache-pied, mais réclamez qu'on vous paye à votre juste prix. Quand vous êtes un entrepreneur, développez votre entreprise. Donc c'est la valeur travail, pour nous, c'est fondamental. Pour pouvoir ensuite parler au monde et parler à hauteur d'homme. D'accord. Voilà. Non seulement nous avons un travail productif. Oui, tout travail doit être productif. Okay. Qu'il soit dans l'art ou dans la production de matière, la transformation, dans l'agriculture, tout travail est digne. C'est sa contribution qu'on apporte à sa société. D'accord. Un pays, pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'en sortir, doit produire des choses. Ou des services. Non, on peut produire des services. On peut produire des services. Actuellement, nous avons beaucoup de jeunes Martiniquais très talentueux. Bon, je ne vais pas citer dans ma propre famille, mais très talentueux, qui ont appris l'informatique, le numérique, et qui produisent des applications, qui vendent dans le monde entier. Donc, on ne le voit pas, mais ça a la valeur parce que ça ensuite facilite tel processus, tel procédé. Donc, nous, la force intellectuelle, donc la prestation intellectuelle, c'est aussi de la valeur. C'est pourquoi quand nous disons à nos jeunes, formez-vous au plus haut niveau. Comme nous ne sommes pas très nombreux, soyons les meilleurs et nous pouvons produire des services avec beaucoup de valeur. La valeur ajoutée à ça. Donc ce n'est pas le bien matériel, parce qu'on dit qu'on produit des biens, etc. Il y a actuellement la possibilité, avec l'IA en particulier, l'intelligence artificielle, on peut produire un certain nombre de choses immatérielles, mais qui ont beaucoup de valeur et qui peuvent intéresser le monde entier. Il faut féliciter ces jeunes Martiniquais, je ne vais pas donner des noms ici, mais on connaît beaucoup, qui réussissent à l'international et qui peuvent permettre d'être présents en Afrique du Sud, en Chine, à Shanghai, avec des productions intellectuelles et qui sont très appréciées et ils ont des clients qui sont prêts à payer pour cela. Et bien ça enrichit la Martinique. Ah non. Ah si. Non, ça enrichit les gens pour qui ils travaillent. Non, ça enrichit aussi la Martinique. Mais non, ça enrichit rien du tout de la Martinique. Enfin, oui, si vous voulez. Mais je veux dire qu'ils vont dans un environnement qui est mondial. Et c'est vrai que dans le secteur que vous dites, ils ont aussitôt la concurrence de 1 milliard de Chinois, 1,3 milliard, de 1 milliard d'Indiens. Ils ont la concurrence du monde entier. Si vous permettez, je vais vous poser une question. Non, c'est moi qui pose des questions. Vous produisez des émissions de télévision à KMT et j'ai vu que lorsque vous avez démarré, vous avez salué des gens dans le monde entier. Oui. Eh bien, vous produisez une richesse puisque vous faites connaître la Martinique et ce qui se passe à Martinique dans le monde entier. C'est une prestation intellectuelle. Qui ne nous rapporte rien. Mais j'en sais rien. Ça. Maintenant, c'est à vous de voir avec vos annonceurs comment vous pouvez rémunérer ce service-là. Ça, c'est votre affaire. Votre business plan, il faut le faire. C'est à vous de le déterminer. On ne se plaint pas. Puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils produisent des émissions que les gens intéressent, ils glissent de la publicité et puis ils font payer. Voilà. Non, mais c'est ce qu'on fait aussi. Non, ce que je veux vous dire, c'est que vous parlez tout le temps de dignité, quoi. Je crois que la première dignité, c'est de quand même produire et gagner sa vie. Oui. Bon.
Et donc, si on est dans un pays, même s'il est indépendant, et qu'on est malheureux, qu'on ne peut pas gagner sa vie, qu'on meurt de faim, qu'on est toujours demandé aux autres, qu'on est obligé d'émigrer, etc., est-ce que l'indépendance, c'est ce qu'il y a de mieux? Non, monsieur Larocher, vous reprenez des thèses éculées. Je demande aux gens d'aller regarder sur Internet le nombre de pays qui sont inscrits à l'ONU. Près de 200. 193, je crois. Parce que pour être inscrit à l'ONU, il faut être indépendant. L'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce que vous avez fait pour que l'ONU nous aide à être indépendants quand vous étiez au pouvoir? Attendez, les indépendantistes que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez fait? Excusez-moi. Donc je disais que dans tous ces pays indépendants, ceux qui sont contre l'indépendance, comme vous avez l'air de le dire, ils choisissent parmi ces près de 200 pays ceux qui sont en difficulté. Et puis ils disent c'est parce qu'ils sont indépendants qu'ils sont en difficulté. Mais ceux qui réussissent très bien tout en étant indépendants, vous ne prenez pas comme exemple. Donc n'associez pas l'indépendance à la misère. Les 200 pays indépendants qui sont inscrits à l'ONU ne sont pas tous miséreux. Donc arrêtez ce type d'argumentaire. Maintenant, je vous ai expliqué qu'est-ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons fait lorsque nous étions au pouvoir? Mais même nous avons fait dès lors que nous avons créé notre organisation, le MIM, c'est de faire l'information et l'éducation pour que le peuple ait confiance en lui-même. Parce qu'il y en a qui passent leur temps, comme vous d'ailleurs, à les minorer, à dire on ne va pas y arriver, on va tomber dans la misère, etc. Donc il faut expliquer par l'information politique. Et puis lorsque nous avons eu, grâce au choix du peuple, au vote du peuple, la possibilité d'être aux responsabilités, donc de pouvoir échanger avec les autres peuples. Alfred Marie-Jeanne a parcouru, est allé voir beaucoup de pays et a faire reconnaître dans ces pays l'existence de la Martinique. Eh bien, il est à l'origine du fait que la Martinique est entrée dans une série d'organisations internationales. On peut parler de l'Association des États de la Caraïbe. On peut parler de l'OCS, c'est-à-dire, en français on dit OCO, c'est-à-dire l'Organisation de la Caraïbe de l'Ouest, ou bien des États de la Caraïbe. On peut parler du CARICOM, qui est le marché commun caribéen, l'AEC, Association des États de la Caraïbe, donc se faire connaître de ses voisins, mais en même temps établir des liaisons pour voir quelles possibilités d'échange qu'on peut avoir. Et bien dans tous ces dispositifs-là, on était assez limité parce qu'à chaque fois, on nous rappelait à l'ordre, il faut que l'ambassadeur de France, c'est lui qui... etc. Donc là-dessus, on a fait des progrès et on est très content actuellement. Nous avons pu entrer comme membre de plein droit d'un certain nombre. Et le président du conseil exécutif actuel, d'ailleurs, s'honore qu'il a pu désigner maintenant des personnes qui vont siéger dans des structures, mais c'est le fruit de toute une lutte. Donc voilà des contributions que nous avons apportées. Alors sur ce point-là, je dois dire que nous partageons, nous avons des points communs. Je suis chef de l'opposition, mais parfois sur certains points, nous avons des accords avec la majorité, ou bien ils ont des accords avec nous, je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, sur la politique extérieure et les relations internationales, les votes se font à l'unanimité. Donc de plus en plus d'élus martiniquais sont partisans de ces relations dans la Caraïbe. Et ça c'est le fruit d'une lutte idéologique menée depuis une cinquantaine d'années. Depuis une cinquantaine d'années, quand les Martiniquais disent « je veux voyager, je veux partir là-bas », on ne lui demandait pas où. Ça voulait dire que le seul endroit qu'il connaissait, qu'on lui a mis dans la tête, c'est qu'il y avait la Martinique et la France. À croire que le monde entier, il n'y avait que ça. Mais actuellement, nous avons dû, par exemple, créer dans les dispositifs d'aide aux étudiants, on a dû créer le BIM. BIM, c'est quoi? C'est des bourses internationales de mobilité. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus actuellement d'étudiants qui souhaitent aller tenter une expérience internationale pour faire leurs études. Au Canada, il y en a même qui veulent aller au Japon, il y en a qui veulent aller dans les universités aux États-Unis, mais ça coûte très cher. Il y en a, parce qu'on a mis le numerus clausus pour l'étude de médecine, mais il y a beaucoup de jeunes Martiniquais qui veulent aller en Roumanie, parce que la Roumanie a eu l'intelligence à la fois de faire reconnaître son diplôme par l'Europe, il est dans l'Union européenne, mais en plus ne limite pas le nombre d'étudiants admis. Eh bien, il y a des étudiants, des jeunes Martiniquais qui vont faire des expériences internationales, ce que nous leur demandons évidemment en retour, et nous avons soutenu cette mesure en Assemblée, qui est un contrat d'engagement, c'est-à-dire l'engagement à revenir au pays. Et c'est un contrat dur, évidemment.
on va voir ce que ça va donner. C'est-à-dire l'étudiant va recevoir des sommes intéressantes, il va signer un engagement qui est de retour au pays. S'il ne revient pas, ben, il va devoir rembourser. Alors cette mesure, c'est la première année de son application. Donc, et je constate qu'il y a des étudiants qui sont prêts à aller faire des expériences internationales avec l'engagement de retour. Mais voilà les contributions que nous essayons d'apporter pour nous comporter en peuple du monde. Est-ce que vous avez des voisins là où vous habitez? Oui. Est-ce que vous avez l'obligation de vous entendre avec vos voisins et de penser que les meilleures relations ne peuvent être qu'avec vos voisins? Mais non. Non. D'abord, pour la solidarité, si vous avez un problème, les premiers qui peuvent vous aider, c'est le qui est tout près. Donc vous avez intérêt à avoir le bon voisinage. Puisque vous voulez avoir mon expérience personnelle, bon, j'habite un petit peu en banlieue, c'est un petit peu rural, un peu la campagne. J'ai planté des arbres à pain. Et bien, quand on a des fruits à pain, je vais pas, au lieu qu'il tombe et puis il finit doux, machin, ben, quand j'en cueille, on donne aux voisins. Et en échange, les voisins, ils ont des orangers ou des goyaviers, ils le donnent, donc on fait des échanges. Et on entretient de bonnes relations. Eh bien, est-ce que néanmoins, il faut entretenir des bonnes relations avec ses voisins? Parce que c'est les voisins les plus proches. En cas de cyclone, en cas de catastrophe naturelle, les voisins vont arriver plus vite que celui qui est à 7000 km. C'est pas sûr. Ah oui, oui, absolument. Premièrement, c'est absolument. pas sûr. Et c'est pour ça qu'il faut entretenir des bonnes relations. Je veux dire que, est-ce que nous avons l'obligation de mieux nous entendre avec les pays voisins qu'avec des pays plus lointains? Est-ce que c'est une chose obligatoire? C'est presque l'intérêt du monde. Vous savez, on a découvert qu'il y a des gaz à effet de serre qui fait le rapprochement. Alors, plutôt qu'il y a des bateaux qui sortent de très loin pour apporter des marchandises, si ces marchandises existent à côté, le bateau, la distance sera plus courte. Vous voyez comment vous êtes. La distance sera plus courte. Et nous allons protéger le monde. Donc l'intérêt... Non, vous dites n'importe quoi là. L'intérêt même de la Terre, c'est que les choses se fassent à proximité. On fait des économies. Le coût carbone... Non, mais les écologistes développent cette thèse-là. Hein. Si on appelle de la fourche à la fourchette, écoutez, on vous dit plutôt d'importer des moutons de la Nouvelle-Zélande, hein, et lever des moutons près de chez vous. J'ai entendu les écologistes dire ça, ils ont raison. Bon. En fait, vous le faites exprès. Je veux dire que, bon, je peux très bien, on est en train de le faire en ce moment, parce que des voiliers, comme ça on n'a pas tout ce carbone de vous parler là, je veux dire, vous avez plaisanté là, je plaisante. Non, il faut que la technologie fasse, qu'on puisse avoir des voiliers qui voient, je suis d'accord avec ça, des conteneurs, des porte-conteneurs, mais des voiliers. Mais pas du tout dire, eh bien, comme ça pollue, on va travailler avec le pays qui... Vous savez que pour construire les voiliers, on émet beaucoup de carbone. Hein. Oui, mais pour construire les bateaux qui ne sont pas des voiliers aussi. Et puis on peut faire des bateaux avec du bois. Enfin, peu importe. Actuellement, il y a des importateurs en France, en Europe, qui, au détriment de leurs propres agriculteurs, préfèrent la viande venir du Brésil, dans les accords de libre-échange que l'Europe veut faire avec l'Amérique latine, sous prétexte qu'au Brésil, la viande coûte moins cher, eh bien, ils sacrifient leurs propres éleveurs. Et c'est pourquoi que les paysans français se mobilisent. Oui, bon, et donc il y a des aberrations, c'est-à-dire que lorsque les capitalistes mènent le monde, ils sont là pour leur intérêt, et là ils voient qu'ils peuvent exploiter l'éleveur qui est au Brésil, hein, c'est-à-dire acheter moins cher les belles éleveurs du Brésil, mais il va sacrifier ses propres éleveurs qui sont tout près de chez lui pour aller acheter au Brésil. C'est pas de ça que je voilà, parle. Mais ça c'est le capitalisme, ça. Pas du tout. Je veux dire que... Enfin, si vous voulez. Écoutez, nous sommes dans une zone géographique, ok? Lorsqu'on veut dire que cette zone est dangereuse, on parle de mexicanisation du monde. Tellement ce pays est dangereux. La Colombie est un pays extrêmement dangereux. La Jamaïque, c'est le pays le plus criminogène du monde. Je peux dire que cet environnement-là, même s'ils sont tout près, ça ne me convient pas. Bien. Il ne suffit pas. Est-ce que vous avez analysé ce que vous racontez là? Oui. Alors évidemment, attendez. C'est dû à la drogue, au trafic de drogue. Pourquoi il y a tant de trafic de drogue? C'est que les consommateurs sont dans les pays à haut pouvoir d'achat. C'est-à-dire les consommateurs... Attendez, laissez-moi. Les consommateurs, la demande de drogue se trouve aux États-Unis et se trouve en Europe, dans les pays riches, dits riches. Oui. Et ces consommateurs sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir leur drogue. Et ils incitent
des pays tropicaux, là où les arbres avec lesquels les plantes avec lesquelles on fait de la drogue poussent très bien, il leur dit abandonnez, laissez tomber la culture vivrière, si vous me faites de la drogue, vous me l'envoyez, je vais vous l'acheter très cher. Donc la corruption vient des pays riches et qui sont prêts à dépenser des sommes folles pour acheter de la drogue, et puis ils incitent les agriculteurs, ceux qui sont les propriétaires terriens de ces pays-là, à abandonner leur culture traditionnelle parce que planter la chanvre, planter ce les sont des pays maracujas, indépendants, ce dont vous parlez là. Ce sont des pays je vous dis, indépendants. non, Est-ce qu'ils sont indépendants? ils passent par-dessus la tête des gouvernements qui sont là et ils vont corrompre directement ceux qui plantent. Donc, Vous comprenez? Donc, si on fait cesser, c'est pourquoi je dis aux pays européens et aux pays d'Amérique du Nord, combattez, essayez de faire en sorte que votre peuple soit moins drogué, c'est-à-dire soit moins demandeur de drogue. Si vous faites descendre la demande, ben, l'offre va disparaître. Vous comprenez? je comprends. Tandis que vous voulez faire porter la responsabilité à ceux qui vendent. La responsabilité, c'est à ceux qui achètent. En tout cas, moi, c'est ma théorie pour... Donc, il faut que de chaque pays où il y a des personnes qui pratiquent la drogue, les soigner, les convaincre qu'il ne faut pas consommer ça, et voir si la demande disparaît, ben, l'offre va disparaître de seule d'elle-même. Voilà ma théorie. Non, vous avez raison. Tandis que ce n'est pas ce qu'ils font. Ils protègent les consommateurs disant que c'est des victimes, ils sont malades, et puis ils attaquent aux trafiquants. Ben, faites disparaître la demande, messieurs les Européens. Monsieur Marissette. Et la Martinique ne sera pas la route sur laquelle la drogue passe, parce que c'est ce que j'ai entendu tous les médias dire, que la porte d'entrée pour la drogue, c'est devenu la Martinique. En fait, c'est pas ça, c'est qu'ils ont basé l'OFIS ici, c'est-à-dire l'Office de répression des stupéfiants est basé ici, et ils vont barrer des bateaux qui passent dans la Caraïbe, de l'Atlantique, et ils ramènent tous les gens qu'ils ont arrêtés ici, ce qui fait que notre prison du Cos est remplie. Et puis, il n'y a pas de place pour mettre nos propres délinquants, parce que c'est rempli avec tous les trafiquants qui le ramassent sur l'océan. C'est ici que, je ne sais pas pourquoi on a choisi la Martinique, le lieu où on va déposer, on va incarcérer tous les trafiquants qui sont dans la Caraïbe ou dans l'Atlantique, et qui le chopent sur la mer. Donc nous ne sommes pas producteurs de drogue, nous sommes victimes du trafic de drogue. Donc vous l'avez bien expliqué. Pardon? Vous avez bien expliqué que tous les pays voisins sont corrompus par... Non, ce n'est pas les pays qui sont corrompus. C'est ceux qui achètent la drogue, qui sont basés en Europe, qui vont corrompre, non pas les pays, mais ceux qui plantent et ceux qui récoltent. Écoutez, vous êtes Martiniquais, vous êtes responsable Martiniquais. Oui. Vous avez des choix à faire pour ce pays-là et pour ce peuple-là. Mais nous ne sommes pas responsables, malheureusement, le peu de pouvoir qu'on nous a donné. Par exemple, nous réclamons, je ne sais pas si vous... Alors, on n'a pas parlé de ça, je pensais que vous alliez poser des questions là-dessus. Dimanche dernier, les 8 partis qui constituent le Grand Assemblée ont signé une charte. Je ne sais pas si vous avez lu la charte. Oui. En tout cas, je dis aux auditeurs, j'ai transmis cela à la presse. Seul le journal Justice qui apparaît aujourd'hui, qui est apparu jeudi dernier, l'a publié intégralement. Je les invite à le lire. Et vous allez voir que nous réclamons des pouvoirs nouveaux, même si dans l'étape de transition, ce sera partagé avec l'État dans des domaines de l'éducation et de la santé. Mais justement, pour pouvoir faire l'éducation et mettre une bonne politique de santé pour détourner tous nos Martiniquais des stupéfiants, pour vraiment leur enseigner le danger qu'il a et qu'on arrête cela. Donc c'est par l'éducation et par un système de santé que nous allons faire disparaître, en tout cas lutter contre la demande de stupéfiants en Martinique. Mais il faut que chacun des pays où il y a beaucoup de consommateurs fasse un peu le même boulot. Mais pour le moment, en tant qu'élus, nous sommes obligés de demander à l'État de le faire parce qu'on ne nous a pas donné de compétences dans ce domaine-là, de pouvoir. Mais nous souhaitons en avoir. Alors, il faut saluer les maires assez courageux qui signent des contrats locaux de prévention de la délinquance, mais vous voyez, leurs moyens est limité. Et nous souhaitons qu'ils aient davantage de moyens pour pouvoir donner des activités alternatives à nos jeunes au lieu qu'ils aillent se livrer à des trafics. Donc c'est tout ce travail-là qu'il faut faire et que nous, en tout cas, nous portons notre contribution
au niveau que nous pouvons. Est-ce que les pays voisins sont dangereux? Non, ce n'est pas les pays. Enfin, je veux dire, les gens qui sont dans les pays. Non, ils sont sur la route et peu importe, c'est un fait ou pas, il y en a beaucoup qu'on a corrompus, les trafiquants les corrompent. Peu importe les raisons, je veux dire, peu importe les raisons, je veux dire. Est-ce qu'ils sont dangereux? C'est ça ma question. Non, les pays ne sont pas dangereux, c'est les activités qu'un certain nombre de personnes... Vous jouez avec les mots, là. Non, certaines activités qu'un certain nombre de personnes qui sont dans des pays auxquels ils se livrent, en particulier le trafic d'armes. Ben, écoutez, je suis très content de vous l'entendre dire. Nous ne sommes pas producteurs d'armes, voilà, mais nous sommes sur la route où on trafic. Oui. Mais c'est les pays qui produisent les armes. Oui. Et les pays qui ont des gros trafiquants et qui ont besoin de protéger leur circuit, qui sont les coupables, et nous sommes les victimes. Les armes que nous avons ici, vous savez, quand vous étiez petit, moi aussi, on se battait au rasoir, en Martinique. Aujourd'hui, on se bat... Moi, je me battais à coups de poing, moi. Non, mais on fait les panneaux, mais les gens, quand il y avait un risque dans un truc, c'était souvent rasoir. Bon, maintenant, c'est la Kalachnikov. D'ailleurs, notre artiste national, il s'appelle Kalash, le diminutif de Kalachnikov. Bon. Donc, les armes, c'est pas nous qui les avons inventées, c'est pas nous qui les construisons. Et il y a plein d'armes ici. Vous ne voyez pas que c'est un danger? Mais c'est un danger. Bon, alors, donc, je vous dis, c'est... Non, c'est pas les pays. Bah, écoutez... Les pays à côté fabriquent des armes? Non, ils fabriquent les armes, mais les armes viennent des pays d'à côté. Non, ils traversent ces pays-là. Oui, mais ils viennent des pays d'à côté. Ils traversent ces pays-là. Oui, mais quelle que soit la façon dont ils se le procurent, ces armes-là viennent d'à côté. Il ne faut pas accuser les pays. C'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord. Parce qu'eux aussi, ils luttent. Mais j'ai eu l'occasion d'aller dans ces pays-là, je vois qu'ils font des efforts considérables pour freiner les trafics. Ils n'y arrivent pas. Pour lutter, mais c'est compliqué. Mais oui, donc voilà, donc ils sont dangereux. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ils font les efforts. Ils font les efforts, et même dernièrement, nous avions réclamé depuis très longtemps, j'ai vu que la France a signé des contrats avec le gouvernement de Sainte-Lucie pour la collaboration entre les polices, mais même nos frontières ne sont pas bien protégées. C'est pas nous qui avons cette compétence, c'est pas nous qui avons ce pouvoir. Ils ont prévu qu'ils allaient mettre des radars, ils allaient mettre des choses pour pouvoir, des scanners pour voir ce qu'il y a dans les conteneurs. Mais où ils sont jusqu'à présent? Alors chaque ministre successif passe, ils promettent, on voit rien. On devait remettre des policiers sur nos frontières maritimes. Où est-ce qu'ils sont? Vous allez à Sainte-Anne, vous avez la police aux frontières, vous avez des douaniers. Vous allez aux prêcheurs, c'est-à-dire les points d'arrivée des travailleurs immigrés clandestins que l'on fait venir ici. Parce qu'on les fait venir. Où est-ce qu'on a des protections? Or, malheureusement, ça ne dépend pas des élus martiniquais. Si on nous avait donné ces compétences-là, nous l'aurions fait déjà. Vous comprenez? Alors, il y a des maires qui essaient de faire des fonds, mais avec des faibles moyens. Vous croyez que c'est les policiers municipaux qui pourront barrer cette affaire-là? Je me rappelle comment l'ancien maire de Prêcheur, Marcelin Nadeau, se plaignait de ça. Et il y en a qui l'accusaient d'être complice, etc. Parce qu'il se voit qu'il est maire du Prêcheur, c'est par le Prêcheur que ça passe. Hein? Mais il ne peut rien, il avoue son impuissance parce que la loi ne lui donne pas les moyens de le faire. Mais c'est ça que les pouvoirs que nous réclamons. Mais lisez la charte. Lisez la charte du Grand Assemblée pour Martinique et vous allez voir les périodes de transition. Et nous voulons faire cela de manière démocratique en même temps. C'est-à-dire toutes les évolutions que nous voulons avoir l'accord du peuple. Donc aucune évolution sans la consultation populaire obligatoire parce qu'il faut que le peuple avance avec nous en même temps. Vous faites bien attention à le rassurer. Hein. Ah oui, ça c'est très important pour nous. Vous causez au MIM, nous avons un mot d'ordre. Hein. Le MIM propose, le peuple dispose. D'accord. Est-ce que la France nous empêche de gérer nos ordures? Non. Est-ce que les déchets en Martinique sont bien gérés? Non. Donc il ne suffit pas d'être martiniquais pour bien gérer. Il suffit d'être bon. Non, il faut maintenant ensuite... Attendez. Une fois que nous avons obtenu la capacité de gérer nous-mêmes, je demande au peuple de faire un effort pour choisir, parce qu'aux élections, ils ont un choix. Bien analyser pour choisir les meilleurs gestionnaires. Et ça dépend du peuple.
Et ça, c'est écrit sur le front des gens. Non, il faut analyser à la fois le programme, analyser les pratiques, analyser ce qui l'ont passé, regarder leurs expériences et juger. Et par exemple, tout le monde a pu voir la manière dont Alfred Marie-Jeanne a géré la région et la manière dont les autres ont géré. Qu'est-ce qui a mieux géré? Ben, celui que l'on a reconnu, que tout le monde a reconnu comme un excellent gestionnaire. Ah bon? C'est qui, monsieur? Eh bien, pour juger la manière de gérer, puisque moi je dis que Alfred Marie-Jeanne a été jugé sur sa qualité de sa gestion, et pour prendre une référence, il faut aller lire les rapports de la Chambre régionale des comptes, et même un rapport de la Cour des comptes, c'est accessible sur Internet, et vous regardez la région du temps de Marie-Jeanne, comment a été jugée, la CTM du temps de Marie-Jeanne, etc., et la CTM du temps de l'autre partie. Donc, et on verra les résultats, et c'est ce qui a fait que Alfred Marie-Jeanne a acquis la qualité d'excellent gestionnaire. Donc, nous avons démontré que, même si on est des patriotes, des indépendantistes, on faisait peur de nous, nous voulons être des parfaits gestionnaires, nous respectons les fonds publics. Et nous voulons, comme ça, alors, malheureusement, tous les élus n'ont pas ce critère-là. C'est pourquoi je dis aux électeurs martiniquais, il ne faut pas se baser, par exemple, sur la mauvaise gestion qu'il y a eu au SMTVD, parce que vous parliez des ordures ménagères, c'est cet exemple, que l'on nous envoie à la face. Il faut choisir d'excellents gestionnaires. Et quand le pays sera indépendant, un jour, ben, pareil, il faut lutter contre la corruption. Il faut, en tout cas pour nous, le bien public, c'est sacré. Et c'est cette théorie que nous développons au sein du Grand Assemblée, le respect du bien public, de l'intérêt du peuple. Nous ne sommes pas là venir pour nous servir, mais servir le peuple. Alors, c'est vrai, cette formule est reprise par tous, mais je demande aux électeurs, aux citoyens électeurs, de nous juger séparément et de ne pas globaliser. Voilà pourquoi je renvoie tout le monde à lire les rapports de la Cour régionale des comptes pour voir. Alors évidemment, ce tribunal financier, il juge a posteriori. Mais il faut regarder, il faut le lire, il faut regarder. Alors la tendance de beaucoup d'élus de dire « ouais, mais c'est lui qui était avant moi, etc. » Donc par exemple, là actuellement, le président du conseil exécutif actuel vient de sortir une lettre circulaire qu'il a adressée à tout le personnel, donc à plus de 4000 personnes, bon, forcément, et à tous les élus. Cette lettre s'est retrouvée sur les réseaux. Et tout le monde a vu qu'il appelle à la restriction, etc. Autrement dit, il a déclenché, 3 ans après son arrivée, il a déclenché la période de vache maigre. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte qu'il a mis par terre les finances de la collectivité. Les satellites, ça qu'on appelle les satellites, c'est des différents organes qui ont été créés pour accomplir les missions que lui confie la CTM. Ces satellites sont en très grande difficulté, y compris des difficultés pour payer les salaires de leurs propres collaborateurs. Moi, je suis dans 3 satellites, le PARM, le Pôle agro-ressources et de recherche de Martinique, l'IMFPA, l'Institut Martinique de formation professionnelle pour adultes, et la GEFMA, une association qui s'appelle la gestion, qui gère les questions, ils font des études sur la formation professionnelle et l'emploi, l'association de gestion de l'environnement de la formation professionnelle en Martinique. Ces 3 satellites représentent l'opposition au sein du conseil d'administration. Eh bien, leurs dirigeants, leurs directrices ou directeurs nous font savoir qu'ils sont en très grande difficulté et ils demandent l'autorisation d'aller prêter de l'argent à la banque, à la trésorerie, pour assurer les salaires. Mais quand ils prêtent de l'argent, les banques mettent des taux d'intérêt très élevés, près de 5% de taux d'intérêt. Et tout ça pourquoi? Parce que les subventions promises par la CTM tardent à venir. Et vous m'avez entendu plusieurs fois en plénière interpeller là-dessus, eh bien, le conseil exécutif en charge des finances est obligé de nous faire part des difficultés qu'ils ont. Alors, où est passé l'argent? Alors, on nous dit, ah ouais, que l'État, les dotations de l'État diminuent. Mais il faut travailler avec l'argent qu'on a. Pas faire des promesses, promettre de l'argent qu'on ne peut pas donner. Et puis en même temps qu'on dit qu'on n'a pas d'argent, je vois que le président du conseil exécutif
soi-disant pour se faire bien voir, pour participer aux baisses des coûts, décide de supprimer l'octroi de mer sur plusieurs milliers de produits. Or, le produit de cette taxe, c'est des recettes à la fois pour la collectivité CTM et pour les 34 communes. Alors, c'est sur des collectivités qui sont en difficulté qu'on diminue les recettes. Or, ces recettes-là, lorsqu'elles arrivent dans les collectivités, elles sont immédiatement réinjectées dans l'économie martiniquaise. Ce n'est pas comme la TVA qui part vers la France ou vers l'Europe. L'octroi de mer est immédiatement réinjecté, soit sous forme d'aide sociale aux plus nécessiteux, soit pour payer les salaires des collaborateurs. Et s'il y a encore en plus, il reste un peu là-dedans, c'est pour investir pour les travaux routiers, les réparations dans les écoles, dans les cantines, etc. Or, c'est à ce moment-là qu'on choisit. Donc il y a un double discours. On est en difficulté financière, on ne peut pas payer les factures, on ne peut pas payer les satellites, les associations, et on prend la décision de supprimer de la recette. C'est pour cela que notre groupe a voté contre cela. Et je continue à expliquer qu'il ne faut pas qu'on laisse entrer dans la tête des gens que c'est l'octroi de mer qui est responsable du coût de la vie. Ce n'est pas vrai. Il y a une excellente, une agroéconomiste, Madame, je me permets de citer son nom, je ne sais pas si vous l'avez reçu sur votre télé, Madame Mireille Pierre-Louis. Ces études qu'elle a produites sont accessibles sur le net, sur Internet, parce que tout est accessible maintenant sur Internet. Elle a fait une parfaite démonstration pour montrer d'abord que ce n'est pas l'octroi de mer qui est responsable de la différence des prix entre la Martinique et la France, que ça pèse très peu. Et il y a d'autres économistes qui ont démontré ça dans le prix, mais en plus, c'est une contribution de chaque citoyen, de chaque consommateur au développement de son propre pays. Que passant par les communes et passant par la CTM, cet argent est réinjecté dans notre économie martiniquaise. Donc c'est la contribution des citoyens. Donc il ne faut pas donner une mauvaise réputation à l'octroi de mer et pour conduire à sa suppression. Déjà j'ai vu que le Rassemblement national français, là, le pénis, sautait sur l'occasion pour faire voter un amendement pour supprimer l'octroi de mer. Heureusement, ils n'ont pas été suivis par la majorité de députés. Alors, il ne faut pas que le président du Conseil exécutif actuel tombe dans ce panneau-là. Juste une seconde. Quel est exactement ce que dit le président du Conseil exécutif actuel? Est-ce qu'il dit on supprime l'octroi de mer, ou est-ce qu'il dit on supprime l'octroi de mer sur un certain nombre de produits et on se rattrape sur d'autres produits qui sont de moindre nécessité? Ah, vous me donnez l'occasion d'analyser cette proposition-là, comme je l'ai faite en plénière. Alors, il faut savoir déjà, je dis ça aux téléspectateurs, que la France nous a autorisé, pas la France, l'Europe nous a autorisé à moduler les taux. Les taux, les différents taux, sont déterminés par l'Assemblée de Martinique. Et ce qui nous permet de mettre des taux bas sur certains articles et des taux plus élevés sur d'autres. Comment nous avons utilisé cela? Il y a une production martiniquaise. Elle n'est pas encore très importante, mais elle veut se développer. Les producteurs, lorsqu'ils produisent des produits, et en produisant, ils créent de l'emploi. Ils sont venus nous voir pour dire, voilà, nous allons produire ceci, mais ça va être en concurrence avec les produits importés. Est-ce que vous pouvez faire, comme les pays souverains font, me protéger par une taxe? Donc nous mettons une taxe élevée sur le produit concurrent qui vient de l'extérieur, et nous supprimons la taxe sur le produit qui est importé ici. La taxe étant l'octroi de mer. Voilà. Alors cette taxe, malheureusement, on a gardé l'ancien nom. Parce que quand on dit octroi de mer, les gens croient que c'est uniquement les choses importées. Parce que ceux qui sont produits sur place, normalement, ils subissent cette taxe. Moi, je pense qu'on aurait dû changer ce nom-là. Mais, évidemment, ceux qui ont négocié ça ont gardé le nom. Parce qu'un jour, il faut qu'on change le nom de la taxe parce que ça induit en erreur les gens. Donc, par contre, ce qui était proposé, alors avant de dire ce qui était proposé par le président du Conseil exécutif actuel, il faut savoir que l'Europe nous a dit d'accord, mais pour l'Europe, qui nous regarde de très loin, ils pensent que la Guadeloupe et la Martinique, c'est la même chose. Ils ont effacé les 200 km qui séparent les deux îles, et ils ont dit Guadeloupe et Martinique, c'est un territoire douanier unique. Donc les marchandises qui sont dédouanées en Guadeloupe, maintenant on peut dédouaner même sans le débarquer. Hein. Il est taxé au taux fixé par
le Conseil régional de Guadeloupe. Les marchandises qui sont dédouanées en Martinique sont taxées au taux fixé par l'Assemblée de Martinique. Eh bien, chacun de son côté fixait des taux. Et puis, les importateurs qui sont malins, une fois qu'ils ont su qu'une marchandise qui est dédouanée en Guadeloupe, même si ensuite elle est importée en Martinique, ne paie pas de taxes lorsqu'il arrive en Martinique, parce qu'il est déjà payé en Guadeloupe. Mais il a un moment de notre histoire, la taxe sur le champagne, qui est considéré comme produit de luxe, les Martiniquais l'avaient mis très haut, c'était le Conseil général à l'époque, et le Conseil général de Guadeloupe, par contre, l'avait maintenu très bas. Et bien, les importateurs de champagne, c'est la même chose pour les cigarettes. Pour les importateurs de tabac, de cigarettes, voyant que la taxe est plus faible en Guadeloupe, dédouanaient en Guadeloupe, c'est-à-dire payaient la taxe en Guadeloupe, et puis réinjectaient une partie de la marchandise ici. Donc il y avait un volume considérable de champagne qui était dédouané en Guadeloupe, et puis moins en Martinique, et même lorsque les gens faisaient des statistiques, ils disaient que les Guadeloupéens boivent beaucoup de champagne. Eh bien, il a fallu une enquête pour se rendre compte qu'une partie de ceux qui étaient dédouanés en Martinique, en réalité, étaient vendus en Martinique. Ils étaient dédouanés en Guadeloupe. Bon. Et ça faisait donc beaucoup de recettes pour la Guadeloupe. Alors, ceci, il y a eu une discussion et il y a une modification de la loi sur l'octroi de mer. On dit que quand une marchandise est dédouanée dans un pays, est taxée dans un des pays, et une partie est exportée dans le pays, la recette est partagée entre les deux au prorata de chacune des quantités. Je ne sais pas si je suis bien clair. Oh ouais. Mais on trouve ça idiot. Donc finalement, il y a eu des négociations entre le président Marie-Jeanne et le président de la région de l'époque, puisqu'entre-temps, ce n'était plus le Conseil général, mais la région qui fixait le taux d'octroi de mer de chacun des pays. Il y a eu des négociations et on est arrivé, ce qui était très long, à l'harmonisation des taux. C'est-à-dire quand le taux, même niveau en Guadeloupe et en Martinique, l'importateur ne peut pas faire ce que les douaniers appellent les détournements de trafic. C'est-à-dire le faire entrer d'un côté ou c'est moins. Donc on était arrivé à ça, mais au prix de beaucoup de discussions. Parce que il y a une production martiniquaise que nous souhaitions protéger. Il fallait convaincre les Guadeloupéens eux aussi de monter la taxe sur le produit importé, alors que ce n'est pas produit en Guadeloupe. Et vice-versa. C'était le cas de la farine, c'était le cas du riz, etc. Donc il y a eu beaucoup de négociations et une solidarité entre nous qui a fait qu'on acceptait de mettre le même taux des deux côtés. Quand le PCE, sans avoir au préalable discuté avec le président du conseil exécutif. Oui, le président du conseil exécutif, sans avoir au préalable discuté avec nos camarades guadeloupéens, prend la décision et fait voter par l'Assemblée la suppression de l'octroi de mer sur, il a dit 6 000 produits, je suis intervenu en plénière, vous me faites remarquer, attention, parce que quand vous allez baisser le taux ici, et que vous nous dites, pour faire la compensation, vous allez augmenter sur d'autres produits que vous appelez entre guillemets produits de luxe, je ne sais pas comment ça a été choisi, il va se poser un problème. Si rien ne se passe en Guadeloupe, comment faire les importateurs? Là où c'est à zéro ici, il va faire tout entrer en Martinique, tout dédouaner en Martinique, sans même obliger de le débarquer. Il fait l'opération de dédouanement, et puis une partie des marchandises sera débarquée en Guadeloupe. Et ça fera une perte de recettes à la fois pour les communes de Martinique, mais pour les communes de Guadeloupe, sans qu'elle ait jamais été décidée pour eux. Et pareil, là, tous les articles, nous allons augmenter le prix. Si la Guadeloupe n'augmente pas leur niveau de taxe, eh bien, les importateurs, ils vont dédouaner en Guadeloupe et ensuite rentrer en Martinique. Donc ça fera les recettes générées par ces taxes ou ces débarques en Guadeloupe sera calculées sur le taux de Guadeloupe qui n'aura pas augmenté. J'ai fait cette intervention et nous avons dit, dans ces conditions, que le Grand Assemblée ne va pas voter. Et nous sommes les seuls à avoir refusé de voter. Il y a eu quelques jours après, ce que le président du conseil exécutif a appelé une conférence territoriale ad hoc des élus. Il nous a invités, j'ai été invité à un double titre, comme vice-président de l'Assemblée et comme chef de groupe. Et il y avait 34 maires invités, mais à peine une quinzaine sont venus. Et autour de la table, j'ai repris la parole pour dénoncer ça. Et immédiatement,
Et j'ai demandé, d'ailleurs, je lui ai fait notre reproche lors de cette conférence territoriale, d'avoir décidé sans les maires. Et que le seul endroit où les élus de l'Assemblée sont présents, les conseillers exécutifs sont présents, et les 34 maires plus les parlementaires, cette structure s'appelle le Congrès. Donc j'ai revendiqué de convoquer un congrès pour débattre de ça entre tout élu martiniquais. C'est la première revendication. La deuxième revendication... Ça a été accepté, ça. La deuxième revendication, dans la même intervention, j'ai fait la deuxième revendication, après avoir fait la démonstration de distorsion entre Guadeloupe et Martinique, j'ai dit pourquoi on n'avait pas discuté avec nos amis guadeloupéens. Quand il m'a répondu, parce qu'on a fait un tour de table et ensuite il a répondu, il a acté pour le Congrès. Donc j'ai découvert qu'il était devenu favorable au Congrès. Alors que j'avais présenté la demande de Congrès en Assemblée plénière, le président de l'Assemblée, M. Salibert, n'avait pas accepté ma proposition. Il n'avait même pas mis le voix. Là, le président du Conseil exécutif, lors de la conférence territoriale ad hoc, a dit OK. Et puis il a annoncé, eh bien je vais en Guadeloupe dès le lendemain. Donc la même réunion, évidemment ça se fait hors de la présence de la presse, puisqu'il avait fait la presse sortir. La presse était présente dans la salle lorsque c'est lui qui exposait au début, son déclaration liminaire. Il a fait sortir la presse, et puis lorsque, au moment du tour de table, il n'y avait plus de journalistes dans la salle. Et à la fin de la réunion, il se précipite pour répondre aux questions des journalistes, et je l'entends annoncer, il est d'accord pour le Congrès et il part en Guadeloupe. Donc, et c'est ça qui vous permet de vous dire, c'était une proposition, donc ça apparaît aux yeux de la presse comme une proposition du président exécutif, alors que c'était une réponse qu'il faisait à une réclamation, à une demande que nous avions formulée. Donc je tenais, je vous remercie de m'avoir permis de dire cela. Vous avez dit aussi que les négociations avec la Guadeloupe sont longues, difficiles. Ah, ça a été très long. Ça a été très réussi. Maintenant... Donc, attendez, nous sommes en Martinique, les voitures brûlent, les barricades, etc. Vous croyez que c'était le moment d'aller discuter avec les Guadeloupéens? Non, attendez. Non, vous n'avez pas bien compris. Je vous ai dit que Alfred Marie-Jeanne, à la région, vous voyez, ça remonte déjà à quelques années, lorsque nous avons appris que l'Union européenne avait déclaré que Guadeloupe et Martinique c'était un territoire douanier unique, à l'expérience, on s'est rendu compte que partout où il y avait des taxes inférieures en Guadeloupe, voilà. Donc, mais ça remonte à quelques années, et Alfred Marie-Jeanne a donc entamé avec Mme Michaud-Chevry, vous voyez, donc ça remonte à un moment, une série de discussions. Ensuite, nos services techniques, administratifs qui s'occupent de code de mer ici, ont rencontré ceux de Guadeloupe. Ils ont passé en revue tous les codes et pas à pas, ils ont négocié pour voir si on arrive à une harmonisation. Pour faire une égalité entre les taux en Martinique et les taux en Guadeloupe. Ça n'a pas été facile parce que chacun tenait à ses taux. Alors, quand on fait une production martiniquaise ici, par exemple comme le riz, c'est vrai, on ne plante pas de riz, mais on décortique, on reçoit du riz brut et on l'affine ici. Donc ça crée de l'emploi. En Guadeloupe, il n'y avait pas la même chose. La farine, c'est pareil. Il y a un certain nombre de productions qui existent en Guadeloupe. Donc les deux pays sont d'accord maintenant sur le taux d'octroi de mer. Oui, alors ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Mais maintenant c'était hors du feu. Maintenant, le président du conseil exécutif actuel est parti en Guadeloupe. Il est resté une demi-journée. Il ne nous a pas encore donné de compte-rendu, puisque c'est à la prochaine plénière qui va donner le compte-rendu. J'ai entendu ce qu'il a dit de la presse, qu'il a rencontré le président du conseil régional et le président du conseil général de Guadeloupe. Il a dit, voilà ce qu'il leur exposait. En tout cas, il fallait bien qu'il prenne des décisions. Je ne connais pas la position des Guadeloupéens. D'accord. Il n'en reste pas moins qu'il ne pouvait pas faire autrement que de prendre des décisions sans prendre le temps de... Non, ça a été une erreur. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Non, il pouvait faire autrement. Donc, il n'y avait aucune raison qu'il se précipite dans la négociation qu'il a eue à annoncer. Comment il n'y avait aucune raison? La Martinique était à feu et à sang. Mais écoutez, est-ce que vous savez que ceux qui revendiquent la baisse des prix ont désapprouvé le fait qu'il ait baissé l'octroi de mer? Ah si. Moi je les ai entendus et vous allez sur le net, vous allez trouver... soit sur TikTok ou bien sur Instagram. Ce qu'ils leur ont reproché, c'est de ne pas l'avoir baissé sur tous les produits. Non. Bon. Ils ont reproché à l'État d'avoir limité
la baisse, la suppression de l'octroi de mer, de la TVA. Parce que tous ceux qui revendiquent savent que l'argent de la TVA part en France. Mais ils savent aussi que l'argent de l'octroi de mer reste en Martinique. Je ne les ai pas entendus réclamer la suppression de l'octroi de mer. Ils ont demandé la baisse des produits parce que la vraie raison pour laquelle les marchandises sont chères, ce ne sont pas les taxes. C'est le bénéfice, alors on appelle ça pudiquement des marges, de la grande distribution, parce qu'il n'y a pas de véritable concurrence de la vente des marchandises ici. Il y a des oligopoles. Et il y a eu un rapport parlementaire, dont l'un des rapporteurs s'appelle Johnny Ajar. Son rapport est accessible sur le net. Et il cible précisément le fait que la grande distribution cache ses comptes. Les comptes ne sont pas publics. Et on constate que quand la marchandise part de chez le producteur en Europe pour arriver jusqu'ici, il y a plusieurs intermédiaires. 14. 14, et parmi les 14, mais vous retrouvez les mêmes noms partout. On dit qu'il y a peut-être 14, mais en fait, il n'y en a peut-être que 2. Le transporteur qui a le bateau, et puis l'importateur-distributeur qui est le même. Et qui se cache sous plusieurs noms. Donc il ramasse des bénéfices en passant partout. Et personne ne sait. Alors, cette enquête-là va avoir lieu quand même. Ils n'affichent pas. Et surtout, ce qui est important, ils accusent l'octroi de mer. Et pourquoi sur les étiquettes, ou bien sur les factures qui remettent aux consommateurs, le montant de l'octroi de mer ne figure pas? Donc comme ils le cachent, le montant, ils disent qu'ils ont payé beaucoup d'octroi de mer. Et beaucoup de journalistes répètent ça, les consommateurs répètent ça, etc. Et finalement, je vois que le président du conseil exécutif se précipite pour supprimer l'octroi de mer, donc pour accréditer la thèse que c'est l'octroi de mer qui augmente les prix. Et Marine Le Pen se précipite pour présenter un amendement pour dire supprimons tout l'octroi de mer et ramenons le pouvoir fiscal uniquement en France. En tout cas, un protocole a été signé. Oui, mais ce n'est pas un protocole d'accord, Okay. Contrairement à ça s'appelle un protocole d'objectifs et de moyens. D'accord. Il n'y a pas de date là-dessus. Si. Non, il n'y a pas de date. Sur le document, il n'y a pas de date. Non, sur le document, il n'y a pas de date. Mais le président de l'exécutif a dit qu'on verrait les effets à partir du mois de janvier. Pour l'octroi de mer uniquement, parce qu'il a fait voter... Pour l'octroi de mer, pour la baisse des prix. Non, la seule chose qui est pour le moment exécutoire. La seule chose qui est exécutoire, c'est la suppression de l'octroi de mer, parce qu'il a fait voter contre notre volonté, il a fait voter par sa majorité, la suppression de l'octroi de mer avec effet au 1er janvier. C'est la seule chose exécutoire. Même la suppression de la TVA n'est pas encore exécutoire, puisque le Parlement n'a pas encore voté la loi sur les finances. Mais le Premier ministre est d'accord. Non, c'est l'Assemblée qui doit voter. Oui, en tout cas, ce sera un projet. L'Assemblée des députés et des sénateurs n'ont pas encore voté la loi des finances. Est-ce que le gouvernement est d'accord? Vous avez vu que le gouvernement est d'accord beaucoup de choses. La seule chose, c'est que le gouvernement n'a pas de majorité. D'accord. Donc il ne suffit pas que le gouvernement soit d'accord. Quand le gouvernement est d'accord, ça a plus de chance quand même. Je ne sais pas. Non. En tout cas, ce qui est promis... Non, s'il prend le 49.3, je ne sais pas si les amendements vont être là-dedans. On verra bien, mais voilà. Ce que dit le président du conseil exécutif, c'est Letchimy, c'est que dès le mois de janvier, on verra les effets bénéfiques de ce contrat, de ce protocole d'objectifs et de moyens. Exemple, donc les Martiniquais le verront bien. La grande distribution qui cache ces chiffres, je ne les ai jamais entendus. Non, mais ça, c'est pas le problème. Pour l'instant, ils vont renoncer à leur super profit. Pour l'instant, ce qui intéresse les Martiniquais, c'est que les prix baissent. Et le président du conseil exécutif leur a promis... Je prends mon pari, je suis prêt à prendre le pari qu'ils ne vont pas baisser de 20%. Une petite seconde. Est-ce que... Quand l'octroi de mer ne représente que 4% le prix, d'après les experts, je ne vois pas comment dans l'octroi de mer on va baisser de 20%. Jean-Michel Césaire, est-ce que vous pouvez filmer M. Marissette pendant qu'il prend son pari? Alors vous prenez le pari de quoi? Je dis que quand l'octroi de mer ne représente que 4%, d'après des spécialistes, je ne vois pas comment au 1er janvier, les prix vont baisser de 20%. Ok. Donc, selon vous, les prix ne vont pas baisser de façon significative? Non, de montant que Letchimy a annoncé 20%. Ça dépend. On dit entre 5 et 20%. Oui, donc, alors pourquoi il a pris cette marge, entre 5 et 20?
je ne sais pas. Enfin, ouais, donc ça s'appelle de l'incertitude. Parce que ça ne dépend que de la grande distribution. Et je n'ai entendu aucun des représentants de la grande distribution prendre un engagement précis. Vous savez, en 2009, c'était Marie-Jeanne qui était président de la région à l'époque. Il avait déjà tenté la baisse sur un certain nombre de produits de l'octroi de mer. Mais c'était sous condition qu'il y ait des contrôles. Or, le pouvoir de contrôle est entre les mains de l'État. Alors, c'est vrai, les syndicats avaient mis des comités pour aller contrôler, mais à un moment donné, au bout de 3 mois, la grande distribution a demandé à l'État de faire cesser ces ingérences de la part des syndicats, et les contrôles par les syndicats, on les a foutus à la porte des grandes surfaces. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les prix ont commencé à grimper parce que les services de l'État, il y a un service de l'État qui s'appelle la DCCRF. C'est la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Est-ce que vous savez que le nombre de fonctionnaires de cette DCCRF a considérablement baissé? Même la DCCRF a disparu. Parce qu'il a fusionné avec la direction du travail dans un service qui s'appelle maintenant la DETS. D-E-E-T-S. Et ils ont un petit nombre de contrôleurs et qui doivent contrôler Guadeloupe, Martinique, Guyane. J'ai appris ça encore hier. Je me suis fait confirmer ça encore hier. Ils n'ont pas suffisamment de moyens pour aller contrôler parce que nous sommes dans un système libéral. L'État n'impose aucun contrôle et les prix sont libres. Mais ça permet aux oligarques de la grande distribution de faire les prix qu'ils veulent. Parce que la théorie actuellement de ceux qui dirigent la France, c'est que c'est la concurrence qui doit... donc le consommateur va aller acheter là où c'est moins cher. Mais oui, mais il faudrait qu'il ait un choix considérable pour pouvoir le faire. Or, il y a très peu de choix. Nous sommes captifs, si vous voulez. Donc on a créé un état de grande surface et les gens qui habitent autour, donc là pour aller, ils n'ont pas la possibilité. Vous voyez, donc un très petit nombre de personnes contrôlent ça, ils mettent les prix qu'ils veulent. Alors faire à croire... Le président du conseil exécutif, qui n'a aucun pouvoir de contrôle sur la grande distribution, il nous garantit que ça va baisser. Il prétend même qu'il va mettre des fonctionnaires de la CTM pour aller contrôler. Or, les fonctionnaires n'ont pas ce pouvoir-là. La CTM, c'est pas dans la compétence de la CTM, d'aller faire des contrôles de prix. Ils vont aller observer. Ils vont faire un rapport, mais il n'y aura aucune sanction possible, puisqu'ils ne peuvent pas dresser procès verbal ou infliger une amende à quelqu'un qui fait une distorsion. Monsieur Marissel, c'est vous pouvez prendre l'engagement suivant. On va lui expliquer que les prix ne vont pas baisser de façon significative. Je dis qu'il n'y a aucune garantie. Je dis pas. Vous dites que les prix ne vont pas baisser de façon significative. Aucune garantie de le papier. Ils vont baisser ou pas? J'en sais rien. Parce qu'il n'y a aucune garantie. On n'en sait rien. Vous n'en savez rien. C'est de l'incertitude. Ok. Alors, mais vous je m'appuie sur l'expérience de 2009 pour voir qu'ils vont faire semblant de baisser et puis après ça va repartir. Ça va faire semblant. C'est ce qui s'est passé en 2009. Ok. Donc vous êtes. Parce que l'État qui est chargé du contrôle ne contrôle pas. Donc vous êtes un annonceur de mauvaises nouvelles. C'est ce que vous venez de dire. Oui, je ne suis pas naïf. Vous n'êtes pas naïf. Ok. Et donc, vous prenez l'engagement solennel ici. Je ne prends aucun engagement. Mais laissez-moi vous dire de quoi. Laissez-moi vous dire de quoi. D'accord. L'engagement, c'est si les prix baissent effectivement pendant un certain temps, vous pouvez nous dire combien de temps, mettons au bout d'un an, quoi. Je veux dire, les prix ont baissé. Vous venez ici et vous faites votre mea culpa. Vous dites, je me suis trompé. Vous pouvez faire ça? Non. Non. Pourquoi? J'explique pourquoi. Parce que nous avons eu l'expérience de 2009. Donc voilà. Nous avons participé intimement. Il faut être... Et tant qu'il y avait le contrôle, tant qu'il y avait le contrôle, les prix avaient baissé. Mais nous avions fait autre chose qui n'a pas été fait cette fois-ci. Les syndicats menant la lutte avaient obtenu qu'il y ait une prime de vie chère qui soit versée, une prime de 200 € à tous les travailleurs. 200 €, oui. Mais ça a été maintenu pendant 3 ans et quand les contrôles ont disparu, hop, cette prime a disparu. Évidemment, parce heureusement, certaines organisations syndicales dans certaines entreprises, étaient arrivés à faire intégrer la prime dans le salaire. Vous avez été magnifique, les syndicats. Donc, ça veut dire qu'il y a eu baisse des prix, mais augmentation du salaire. Et le pouvoir d'achat, c'est le rapport entre les deux. Cette fois-ci, comme les syndicats n'étaient pas autour de la table, mais il n'y a eu aucun engagement du patronat. Par contre, le patronat y était. C'est assez curieux. Je vois que le PCE invite le MEDEF, c'est-à-dire le patronat, et il ne respecte pas le paritarisme qui aurait été aussi d'inviter les organisations syndicales. Et là, on aurait pu discuter salaire.
Puisque baisser les prix et sans augmenter les salaires, c'est comme En si... 2009, il y a eu une baisse des prix. Il y a eu baisse des prix tant qu'il y a eu le contrôle. Quand les contrôles... Combien de temps? Pour moi, en tout cas, si je me fie aux études qui ont été menées... Très légère baisse des prix. Non, il y a une baisse des prix, on nous a montré les courbes, et vous avez vu, au bout de 6 mois, c'est reparti, et ça correspond à la cessation des contrôles. D'accord. Et on a remplacé le contrôle par un observatoire. En réalité, l'OPMR qui observe les prix, les marges et les revenus. D'accord. En tout cas, les syndicats en 2009... On observe, on ne contrôle plus. En tout cas, les syndicats en 2009 ont fait en sorte que les gens qui les élisent aient 200 € de plus par mois. Bon, on va devoir arrêter cette émission. Vous voulez dire au revoir aux gens? Bien, mais je vous remercie de m'avoir permis aussi librement de faire valoir mon point de vue. Je ne sais pas si j'ai convaincu l'auditeur, mais le débat est toujours nécessaire. Donc j'appelle tous les spectateurs d'aller eux-mêmes se renseigner, puisqu'on peut avoir accès à beaucoup de données actuellement sur le net. Tous ceux qui ont un téléphone, un smartphone, un téléphone intelligent peut trouver les données pour se faire sa propre opinion. Et il est très important, en tout cas, le mot d'ordre du MIME, c'est IEMO, informer pour s'éduquer, IE, éduquer. Et comme ça, quand vous êtes bien éduqué, vous pourrez vous mobiliser, mais de façon organisée. Voilà le IEMO. Et je vous remercie, M. Larouché, de m'avoir permis de pouvoir défendre mon point de vue. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Je vous rappelle que sur le net, les informations ne sont absolument pas contrôlées. On peut dire n'importe quoi. Donc c'est sur ce que vous comptez pour informer le peuple martiniquais. C'est un peu embêtant. Il s'informe et puis il analyse. Et puis il compare parce qu'il y a beaucoup d'informations, donc il faut les comparer les unes aux autres. Les réseaux sociaux, se méfier quand même. Merci beaucoup d'être venu.